bonjour et bienvenue à Impact de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec mon collègue, mon pote de pack. C'est le grand, le blanc, le parisien, le deuxième ligne. C'est un ancien Puckman, ACBman et Racingman. C'est notre Théodore de Saint-Rémy. Salut mon Théo, comment tu vas ? Ouais, c'est moi qui quelle présentation absolument flatteuse. J'ai l'impression d'être le couteau suisse du rugby parisien, mais tu en viendrais presque à oublier, Thierry, que j'ai aussi joué 2 ans dans le centre, puisque j'ai joué au rugby club Orléans à une époque héroïque que les moins de 20 ans presque ne peuvent pas connaître, quand le rugby club Orléans jouait en élite 2. Voilà, les rouges, noirs et jaunes d'Orléans, je vous embrasse et je me rappelle aussi que j'ai porté avec beaucoup de plaisir vos couleurs. Bah superbe. Bah écoute, normalement on démarre avec une petite minute américaine, mais comme j'étais en Irlande pendant 2 semaines, est-ce que je peux démarrer avec la minute Irish ? Évidemment, Gaelic Sports, I hope. Ah mais écoute, c'est un des trucs que je voulais te dire. Donc je suis allé à Cork pour le travail et franchement j'adore Irlande, les gens sont sympas, la bière c'est vraiment super bon et en fait comme il pleut tout le temps, bah tu vas dans un pub, tu bois 2 pintes et tout va bien en fait dans la vie là-bas. Mais franchement tout le monde est vraiment sympa. Donc on était allé voir un dimanche un match de Gaelic football. Est-ce que tu as déjà vu ce sport ? Non, je connais pas bien. J'ai vu quelques images, mais c'est des sports qui me fascinent parce qu'ils sont eux aussi, et on aime notre rugby pour ça, tellement enracinés dans l'histoire et tellement anciens. Donc j'aimerais les connaître mieux. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs faire un épisode ou inviter quelqu'un, mais raconte-moi un peu ce que tu as vu. Ouais, c'est absolument incroyable parce qu'en fait, c'est un mélange, on va dire, du foot, du soccer, où tu peux toucher le ballon avec le pied. C'est un mélange de basket parce qu'en fait, quand tu cours avec le ballon, tous les 4 pas, en fait, il faut mettre le ballon par terre comme au basket ou faire un petit coup de pied comme au rugby. Donc après, il y a un peu de contact. Après, comme le rugby, tu n'as pas le droit de plaquer des gens, mais tu peux aller chercher le ballon quand même. Et en fait, tu peux faire des drops de 30-40 mètres. Donc, les mecs sont en train de courir comme des dingos. Ils font des drops de 40 mètres. Et après, tu as un but. Donc, un drop, ça vaut 1 point. Et après, tu as un vrai but, un cage comme en foot. Et ça vaut 3 points. Donc, c'est un truc de dingue. Et franchement, c'est pas un sport pour nous parce que c'est que des petits rapides. Pas petits, mais quand même des rapides qui courent dans tous les sens. Et c'est super spectaculaire. Donc, en fait, le match, c'était Cork contre Derry. Et ça finissait 16-16 parce qu'aux dernières secondes, il y a un de ces fameux coup dans la cage qui vaut 3 points à la dernière seconde pour égaliser. C'était magnifique. Bon, donc tu as passé un très beau moment. Oui, exactement. Donc pendant que j'étais là, je vais pas mettre d'infos sur la célébration, on va dire, de leur Grand Slam. Et ils ont bien profité quand même. Je suis pas sûr si tu as vu sur les réseaux, mais il y avait Ringrose qui était quand même blessé à un moment. Et en fait, il y avait un moment où tout le monde débarque chez lui. Ils ont loué un bus pour faire quelques kilomètres. Et en fait, c'était assez drôle parce qu'ils arrivent chez lui et en fait, par hasard, c'est le 3e jour de fête. Et ils arrivent, ils débarquent chez Ringrose qui est en train de célébrer l'anniversaire de sa maman. Donc, d'un coup, t'as toute l'équipe qui sont bourrés depuis 3 jours qui arrivent, toute l'équipe d'Irlande, et ils sont là, ils fêtent ça dans la maison de Ringrose. Et c'est franchement, il avait dit Mac Hansen is the best day of drinking I've ever had. Je trouve ça quand même assez drôle. Et c'est surtout le best birthday ever pour la maman de Ringrose, je pense. Parce que 40 mecs à moitié, on va dire, éméchés qui débarquent pour te souhaiter ton anniversaire, ça fait un peu d'ambiance dans la baraque. Grave, il disait, bon, on a fait péter le champagne, on a commencé à chanter, c'était superbe. Petit clin d'œil aussi à Pete Mahoney parce qu'il a célébré, il a ramené le trophée de destination pour célébrer avec sa grand-mère de 96 ans. Je trouve ça mignon. Les Irish, ils savent faire, ils savent célébrer tout ça. Je trouve ça vraiment très beau. C'est plus que mignon d'aller célébrer un grand chelem avec sa grand-mère de 96 ans. Ça en dit beaucoup aussi, je pense, sur le sport et sur notre sport qui puise pour beaucoup de joueurs ses racines dans leur enfance, dans leur école de rugby, dans ce qui était peut-être leur relation à l'époque avec leur famille, avec leurs parents, avec leurs grands-parents qui les ont vus tout petits jouer. Et puis avoir eu, si on se met dans la peau de cette grand-mère de 96 ans, avoir vu son petit Peter, qui sans doute était parmi les costauds sur le terrain de rugby à Cork ou ailleurs, et le voir ramener le trophée du Grand Chelem en ayant battu tout le monde chez elle 30 ans plus tard, c'est extraordinaire comme histoire. Oui, ça devait être une bonne chose. Bah, quand même, j'étais un petit peu fâché parce qu'ils ont choisi l'équipe de 6 nations, on va dire, the team of the championship. Et en fait, il y avait que des Irlandais.
sauf il y avait 3 Français. Il y avait Flamand, qui a quand même 81 plaquages, c'est quand même pas mal. Dupont, parce que quand même, Dupont, c'est Dupont. Et Pono, c'était les 3 Français sur cette équipe-là, avec les 2 centres écossais, d'ailleurs, Hugh Jones et Tupalutu. Est-ce que ça te semble juste, mon Théo, qu'on n'a que 3 Français dans on va dire, le 15 du Six Nations? Tu sais ce qu'on dit, à tout seigneur, tout honneur. Je pense que quand tu es l'équipe qui a fait le Grand Chelem, tu dois te tailler la part du lion dans le gâteau de la meilleure équipe continentale. Et donc, pour moi, ceux qui quasiment ont fait le Grand Chelem, c'est eux qui choisissent. Ils ont le droit de dire qui ils veulent. Et je trouve ça déjà bien sympa qu'ils aient pris 3 Français et 2 Écossais. Ce sport qu'on aime est tellement collectif que le 15 du tournoi, quand il y a Grand Chelem, devrait être le 15 qu'il a gagné. C'est collectif, Thierry. Tu le sais. Tu connais mon avis. C'est pas juste. Écoute, il y avait Ramos avec ses 84 points là. C'était incroyable. Il a fait un tournoi de dingo et après il est sur le bon, on va dire, à ce niveau-là. Je trouve ça un peu triste pour lui. Mais bon. C'est vrai que Thomas Ramos a fait un tournoi absolument hors du commun. Je pense que il faisait partie des joueurs qui étaient dans les petits papiers comme attendu, avec un potentiel possible, et puis Jaminet, et puis Brice Dulin un peu avant, etc. Et puis finalement Ramos, avec son profil tellement polyvalent, il avait peut-être parfois le malheur d'être mis en réserve parce que tellement brillant sur tous les postes. Et finalement, on voit bien qu'en numéro 15, il allie un nombre de qualités phénoménales. Il aurait évidemment pu figurer très très bien dans ce 15 du tournoi, tellement il a été brillant pendant ce tournoi, et il continue d'ailleurs, parce qu'on voit qu'en top 14, il continue vraiment d'éclabousser aussi le championnat de sa classe. C'est fantastique. Donc, excuse-moi, mais d'éclabousser, alors... faut mon petit dictionnaire, mon petit tu vas le noter, c'est quand même pas ton premier mot que tu apprends dans le podcast. Non, vas-y, d'éclabousser. Alors, quand on éclabousse quelque chose de sa classe, ça veut dire qu'on fait preuve de sa classe. C'est comme si la classe éclaboussait tout, tu vois, comme tu tapes dans une flaque, ça éclabousse. C'est-à-dire tout le monde, personne ne peut manquer ça n'échappe plus à personne. Voilà, c'est comme nous dans le monde de podcast, on éclabousse tout. On éclabousse absolument tout. Allez, on y va avec le EPCR. Donc, le Toulouse Sharks, vraiment, les Sudaf, ils vont très, très vite dans ce match. Toulouse était très vite à 14. Le bal était magique sur le côté gauche, mais 2 fois, ses passes étaient assez imprécis. Il y avait un essai de Ramos qui était refusé. Chez les Sudaf, leur mêlée est très, très fort. Leur 8 est vraiment explosif. Et ils ont failli marquer le premier essai de match. Quelques minutes plus tard, c'est leur 10. Il fait 2 crochets et il court 50 mètres. Il passe à leur 9 et bing, vraiment, il marquait en facilité 10-3 pour les Sharks. Les rouges et noirs ont l'air de chercher un peu leur respiration. Une belle mêlée nous offre une pénalité importante. Et puis, ça ouvre un peu côté rouge avec un essai dans le coin pour le 14. Deuxième mi-temps démarre et un drop, on dirait 2003. Mais Ramos l'a raté. Pas grave, Dupont va lui offrir un essai, 21-10. Les Sharks reviennent à l'attaque et ça fait peur quand même. Leur 15 va méga vite et marque un essai. Le score est maintenant 21-17. Meafou nous gratte un ballon, Ramos passe à Aki qui donne au 14, qui est violemment plaqué, mais il marque quand même. Ouh là là, quel rugby des Sudaf, le 10 encore dangereux, Mampimpe intouchable, le 9 marque encore, mais non, et c'est refusé. Ramos avec un joli 50-22. Dupont fait le service pour Movaka. Et quelques minutes après, encore un autre passe décisif pour Dupont pour Ramos cette fois-ci. Et puis encore Dupont avec un autre assist pour Ritière. Ntamak veut jouer aussi, il marque son essai à lui. Quel plaisir ce rugby toulousain et ce rugby français. 54-20. Bravo Toulouse. Ouais, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces Sud-Africains, un certain nombre, et en particulier... Sia Colissi, qui est un futur joueur du Racing, je le rappelle, ont été au-delà de la défaite et des points. On pourrait parler du sportif, mais ils ont été surtout estomaqués et très impressionnés par l'ambiance qu'il y avait au stade à Toulouse. Plusieurs joueurs sud-africains s'en sont fait l'écho après. Et je pense que c'est révélateur aussi, dans ces confrontations internationales, de la puissance quand même du public français dans les stades.
avec les succès de l'équipe de France et le très bon niveau du top 14, on assiste quand même à une ferveur populaire dans les stades au fur et à mesure que les années passent et que les matchs avancent dans l'importance des compétitions, qui marque aussi les adversaires. C'est ce qu'on appelle le 16e homme. Et tant mieux pour les équipes françaises si la culture du 16e homme commence aussi à faire la différence. Donc là, il n'y a pas eu photo sur le score. Ils ont mis un petit peu de temps à prendre la dimension de ces Sud-Africains. La bonne nouvelle, c'est qu'en tout cas, cette équipe-là, sud-africaine, ne sera pas en finale de la Coupe d'Europe. Et tu sais que, n'est-ce pas, ça m'avait un petit peu agacé. Ouais, donc, je pense que t'étais pas le seul. Voyons le deuxième match. J'ai vu plein de choses passer sur Twitter que, tiens, il y en a pas des Sudaf, des équipes CF, tant mieux. Bref, mais c'est vrai que, regardez, en fait, au début de ce match, j'avais un peu peur pour Toulouse quand même, parce que je trouvais que physiquement, et avec, on va dire, la vitesse, c'était assez incroyable, mais finalement, quand ils ont commencé à mettre la patte Toulouse, et je pense que c'est Dimitri Ashvili qui a bien dit, et après, genre de 3e ou 4e essai, il dit, attention, parce que Toulouse, quand ça commence à y aller, ça va ouvrir. Et vraiment, c'était exactement ça. D'un coup, ils étaient partis et le rugby était parfait. Le rugby côté Toulouse était vraiment parfait à la fin. Ouais, absolument. Et c'est vrai que la fin de match, il déroule. On sent que le suspense est passé et ça tourne un peu à la démonstration. Il était temps que ça s'arrête. Mais ça m'a fait penser de la France contre l'Angleterre, d'ailleurs. C'est ça. Juste avant de quitter ce match-là, juste Dupont, et il était incroyable. Je pense qu'il avait 4 ou 5 on va dire passes décisives. C'était un truc de fou. Et j'ai jamais vu un match, une personne avoir un tel impact sur un match. C'était vraiment, franchement, incroyable. C'est comme j'ai l'impression, quand je le regarde, c'est comme je vois Jordan sur l'écran. C'est vraiment un mec de ce niveau-là, quoi. C'est tout à fait ça. Dans ces matchs-là, quand il est dans un bon jour, c'est-à-dire ce qui arrive quand même assez souvent, mais en particulier dans ce genre de match-là, c'est effectivement un mec qui, comme on dit, il marche sur l'eau. Voilà, on a l'impression qu'il marche sur l'eau, il est dans une autre dimension. La facilité qu'il dégage et l'impact systématique qu'il met dans les situations, avec toujours le geste juste et cette capacité à alterner la percussion, la force et le geste juste et fin, en ayant toujours fixé des défenseurs tellement tous les mecs sont toujours morts de trouille de se faire prendre intérieur ou extérieur ou pleine poire. Enfin, il mobilise très fortement des défenseurs autour de lui, donc ça ouvre des espaces. Ouais, c'est normalement en échec on joue plusieurs niveaux d'avance, et lui je pense que le jeu c'est carrément fini quand il touche le ballon, hop, il sait que ça va marquer à la fin. Allez, La Rochelle, c'est vite fait 6-0 pour La Rochelle. Et c'est chez eux, comme on a déjà dit, c'est super pour le public de La Rochelle, qui sont énormes. Et aussi, il fait beaucoup plus beau en France qu'en Angleterre. Allez, quand même, il y a de lourd en face. Il y a Jamie George, Venu-Poulain, Itoge, Malens et le malin Owen Farrell. Mais personnellement, je vois que Botia qui gratte les ballons, mais sans arrêt, 3 ou 4 dans les premières 20 minutes. Les Saracens restent quand même assez présents. C'est Skelton qui, en sauteur, c'est quand même un peu costaud. J'aimerais pas être la personne qui le soulève. Grosse séquence de l'équipe en jaune. On finit par un essai du numéro 9, Kerbarlo. Jolie passe de la part de Aldrit. 16-3. Deuxième mi-temps, Skelton, c'est un mur. Et Botia, c'est un cheat code en grattage. Un petit peu moins en ce moment au niveau de l'attaque. Ça fait au moins 2 fois qu'il oublie de ouvrir et passer à son coéquipier. Ça nous a presque coûté un essai. Mais il offre un petit bijou quand même à Kerbarlo. 21-3. Botia, il sort sous un standing ovation du public rochelais. Si la fin du match avec la Toulouse était vraiment dans l'attaque, je trouve que la fin de ce match, c'est vraiment dans la défense. Sauf petite erreur de la part de Dulin qui fait un petit plaquage bien haut comme il faut, carton jaune contre lui, mais on se sort bien 24-10 pour La Rochelle. Ouais, il faut pas oublier que La Rochelle, c'est quand même les tenants du titre de cette Coupe d'Europe. Ça reste un relativement petit club, hein, La Rochelle. C'est une petite ville aussi, c'est pas une mégapole, mais ils ont réussi à construire en quelques années, dans la lignée du président Merlin, un club avec une très très grande culture populaire autour de la ville de La Rochelle, dans les alentours, et un stade dans lequel ils jouent à guichet fermé toute l'année. C'est important de le noter parce que c'est quand même très chouette d'avoir un public d'aficionados qui répondent toujours présents.
ils sont encore au rendez-vous de la demi-finale. Alors c'est pas fini, il va falloir passer l'étape Exeter, mais en tout cas ils ont fait le job en sortant une équipe de Saracens qui a eu des tourments, on va dire, ces quelques dernières années, mais qui planait sur l'Europe il y a pas si longtemps. Donc en tout cas, voilà, La Rochelle montre c'était pas un accident d'être champion d'Europe l'année dernière. Ils sont au rendez-vous des demi-finales avec un match jouable, peut-être la porte de la finale qui va s'ouvrir pour, sait-on jamais, peut-être une finale franco-française. Ça serait sympa. Ce serait sympa. Nous, ça nous irait. En tout cas, tout à fait. moi qui n'étais pas content du tout de voir les franchises sud-africaines arriver dans cette compétition, je rappelle qu'au départ, c'était la Coupe d'Europe des clubs. Donc ça a commencé tout ça en 96, il y a maintenant bientôt 30 ans, mais ça reste quand même une compétition continentale, dont les dirigeants ont choisi d'élargir un petit peu le public en permettant aux Sud-Africains de participer à cette compétition, notamment parce qu'il n'y a pas de problématique de décalage horaire avec l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'on peut y aller de nuit en avion, c'est la même heure quand on revient, etc. Donc c'est, je pense, moins difficile pour les organismes. Pour autant, c'est quand même pas du tout une Coupe d'Europe. Et imaginons une finale Bulls-Stormer en Coupe d'Europe. On serait quand même bien embêté pour expliquer ça à des gens qui essayent de comprendre ce que c'est que le rugby. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a toujours le rumeur qui sort en ce moment sur les réseaux par rapport à est-ce qu'il y a le fameux Coupe du Monde des clubs qui va s'organiser. Et je sais pas, est-ce qu'il y a un moment, peut-être, est-ce qu'il y a juste trop de rugby ou c'est à ce moment-là, si on a le Coupe d'Europe, plus de Coupe du Monde, plus le Coupe du Monde des clubs et plus le Challenge Cup, plus, je trouve ça, je sais pas. Le problème, on fait toujours vieux con quand on dit ça. Le problème, c'est quand 48, j'ai pas encore vieux, non, si. Ce qui a permis à ce sport de se développer, c'est-à-dire les droits télé et le fait qu'il y ait des enjeux économiques derrière la diffusion des matchs, peut faire penser à des gens dont le but c'est de faire du pognon et qui cherchent des moyens d'en faire, de considérer le rugby comme un moyen d'en faire. Donc pourquoi pas finalement faire un tournoi des clubs si le seul critère c'est de faire du pognon avec des droits télé, why not? Mais ça n'a pas tellement plus d'intérêt de ce point de vue-là que de faire des compétitions de dragster, du MMA ou autre chose. Je sais que les Américains, vous adorez ces gros véhicules avec des roues qui font 8 fois la taille du véhicule. Si on peut remplir des stades, vendre de la bière et des frites avec ça, why not? Très bien. Pourquoi? Où est le mal? Finalement, tu m'as convaincu, tu vois. Toi qui deviens plus américain que moi, finalement. C'est super. Mais moi, évidemment, je résisterai toujours. Et puis, on a, nous, une petite difficulté quand même supplémentaire là-dedans, c'est que il s'agit aussi de la santé des joueurs et de pas surexposer les organismes dans le cadre d'un sport qui est déjà, on le sait, très exigeant, qui pose un certain nombre de problèmes dont pas mal sortent en ce moment avec les commotions cérébrales et les problèmes de santé que peuvent octroyer le rugby. Donc, essayons de pas tomber dans les excès. Donc, évidemment, je dis non à la Coupe du Monde des clubs. Mais qui ça aurait étonné que je dise non? C'est marrant parce que d'un coup, j'étais prêt à t'acheter un hot dog. Peut-être si on a l'opportunité de voir un de ces matchs ensemble, parce qu'il y a quand même, on est en demi-finale, donc il y avait des Exeter Chiefs qui ont battu des Stormers 42-17. Donc eux, ils vont être face à La Rochelle d'ici 2 semaines. Et après, quand même, une équipe qui fait peur, c'est Leinster qui a battu les Leicester Tigers, Ringrose qui retourne en forme, 55-24. Donc juste petit rappel, l'année dernière, ils ont battu les Leicester Tigers encore, mais par un score un peu plus simple, 23-14. Et après, ils ont battu Toulouse facilement, 40-17. Donc en fait, je pense que ça va être un sacré match là, Toulouse-Leinster. Oui, et puis le Leinster, n'oublions pas que ces dernières années, c'est quand même l'essentiel de l'ossature d'équipe d'Irlande qui vient de remporter le Grand Chelem, dont on sait le talent et aussi la culture et le fighting spirit. Ils ont été dépossédés du titre européen ces dernières années, mais ils l'ont déjà gagné. Et c'est une équipe qui va évidemment avoir d'une certaine manière rien à perdre contre les Toulousains. Parce que les Toulousains sont quand même vus un petit peu comme des épouvantails, également avec la composition de rêve d'équipe qu'ils ont. Donc ça va être une confrontation forcément de très très haut niveau, et je dois dire que
ce match-là, il est quand même sans doute à pas rater. Ouais, c'est ça. Mais si on dit que Leinster, c'est l'équipe d'Irlande, Toulouse, c'est la moitié de l'équipe de France aussi. C'est ça. C'est une sorte de petit France-Irlande avec la dimension du club en plus. Bon, ce sera au Leinster, hein, si j'ai bien noté. Donc, pour les Toulousains, ce sera la nécessité d'aller gagner à l'extérieur, ce qui est toujours une difficulté supplémentaire, mais aussi, on va dire, un élément de motivation supplémentaire. Est-ce qu'on a trouvé des sponsors pour Pacte de Potes? Parce que j'aimerais bien retourner en Dublin, là, pour retourner en Irlande, aller à Dublin pour regarder ce match. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, pour l'instant, on est dans une phase de sélection des sponsors parce qu'on est tellement sollicité qu'on veut pas se tromper voilà. sur la marque qui accompagnera notre développement. Mais j'ai bon espoir qu'on puisse en dire un peu plus à nos auditeurs bientôt. Ouais, mais Air France, call me. On va passer rapidement au Women's Six Nations. Désolé, nos chers écouteurs, parce qu'on a arrêté les 2 premiers matchs, comme j'étais un peu à distance quand même. Il y avait le Italie-France, un match un peu compliqué qui a été 7-15 pour le premier mi-temps. Ça finissait 12-22 pour nous. Quand même, on a gagné ce match. Merci à Vernier pour l'essai de tout début de match et merci à Boujard pour l'essai à la fin du match. Le deuxième match était à Cork. Et en fait, Cork, c'était là où j'étais. Le jour où je suis parti, en fait. Et donc, c'est assez marrant parce que je disais, tiens, c'est dommage. J'avais texté Caroline Boujard et j'avais eu le plaisir d'interviewer un certain temps maintenant pour dire, c'est dommage, je pars et toi, tu arrives. Elle a dit, ok, dommage. Et en fait, en partant, j'étais en train d'attendre le bus. En plein centre Cork et je vois un autre bus et quelqu'un me dit tiens, peut-être c'est l'équipe de France, et je vais regarder et forcément c'était l'équipe de France, c'était le bus de l'équipe de France, sauf que tout le monde était dans le bus. Donc j'ai vu le bus et tout le monde était déjà monté et donc je cours un tout petit peu, je vais voir quelqu'un, je dis c'est l'équipe de France, il dit oui, est-ce que Caroline est dedans, il dit oui, et en fait c'est marrant parce que quand j'ai interviewé quelqu'un, j'ai l'impression de vraiment les connaître, mais en même temps j'ai passé 30 minutes avec eux forcément, mais pour moi c'est un pote en fait, dans un sens, même si on a parlé une seule fois et on se texte moi j'ai le texte donc je trouvais ça marrant parce qu'après je prenais une photo du bus et je voulais la texter pour dire je suis juste derrière toi ou un truc comme ça pour dire je suis dans le coin, et après je disais non, elle va penser que je suis en train de la stalker ou un truc comme ça, mais je trouvais ça marrant que cette histoire de tiens, par hasard j'étais juste en train de partir pour l'aéroport où elle était en train de partir pour le stade. Tu n'as quand même pas été jusqu'à être le mec qui court après le bus, qui s'en va et qui est ridicule en essayant désespérément d'être remarqué et que personne ne fait attention à ce pauvre individu. Non, j'ai pas fait ça. J'ai quand même souhaité un bon match à le monsieur qui était à la porte du bus. Allez, donc on va parler de ce match que j'ai regardé dans l'aéroport. Donc j'ai pas eu le temps pour faire des notes malheureusement, mais bon, c'était 53-3. Donc gros score pour une équipe vraiment en forme, qui des Bleus, bien sûr. Donc Vernier et Bourdon avec des doublés quand même. Gros match pour nous. Et on va dire à ce moment-là, la France allait bien. Aussi, Pays de Galles avait 2 victoires après les 2 premières semaines. Et bien sûr, Angleterre avait 2 victoires aussi. Allez, si on parlait de ce 3e match pour l'équipe de France contre l'Écosse, beaucoup de changements, 7 je pense en tout pour ce match. 10 minutes avec du bien et du moins bien côté français. C'est quand même un Écosse qui nous a poussé avec pas mal de problèmes il y a quelques années. Et puis, petit à petit, on sort le balade. C'est Pauline Bourdon qui nous montre aussi, moi j'ai des cannes. Jessie Trébert tente le coup de pied, mais on va dire que c'était pas son meilleur. 5-0. Les Écossaises sont là et bien présents, mais Gaëlle Hermé nous pioche un ballon à elle toute seule. Grosse séquence pour les Bleus. Après un petit cafouillage, on a un essai. Trébert, c'est mieux, mais pas encore pour le coup de pied. 10-0. Les Écossais sont bien présentes comme toujours. Les Bleus commencent à marquer quand même avec une passe somptueuse de Bourdon pour Boulard. 17-0, plutôt bien pour leur première mi-temps. Le deuxième mi-temps démarre super bien parce que petit doublé pour Emily Boulard et par la suite, il y a 5 essais de plus. On a fini 55-0 devant un public bien sympa à Vannes. Bravo à eux. Et là, je vais en fait, prochaines vacances, aller bientôt à Vannes. Vannes, terre de rugby maintenant, puisqu'il y a un club en Pro D2, je te rappelle. Donc, c'est aussi pour récompenser le public supporter de cette équipe qui rentre au son de la bombarde
qui est le petit cousin de la cornemuse, mais en Bretagne. Et ben, envoyer les filles là-bas et assister à ce joli spectacle, c'est juste top. Je pense que ça peut aussi donner des idées à des filles qui iront au stade voir cette équipe. C'est vrai que ça se traduit par des succès quand même assez larges des équipes françaises. On a encore dans le rugby féminin des écarts qui sont significatifs, et si on compare à ce qu'on voit avec les garçons, elles performent tout à fait. Elles partent d'un sport qui est effectivement plus récemment développé chez les filles, et on voit que les matchs sont quand même moins disputés. C'est tout ce qu'on peut dire. Ils sont pas moins beaux, parce que je trouve que c'est vraiment des matchs qui sont tout à fait plaisants à regarder. Moi, j'adore les lières et l'arrière, Boulard et Boujard. On a du mal, parfois on les confond un peu quand elles marquent, et elles en ont marqué pas mal toutes les deux. Et puis j'aime aussi beaucoup la troisième ligne qui a commencé. J'ai vu le rugby au collège à Sarcelles, qui s'appelle Julie Hannery, peut-être un petit peu la successeur de notre chère Safi Ndiaye. C'est un profil assez comparable, assez physique, avec des trajectoires assez rectilignes, et j'aime bien ces profils-là. Bah, tu as parlé de Boulard, elle a fini avec un triplé quand même. Et juste un petit mot pour Vernière, Gabi Vernière aussi, qui continue à marquer match après match et se fait un petit nom un peu à l'international aussi. Les gens commencent à dire, bah, c'est qui ce centre-là qui marque tout le temps et fait marquer des autres aussi. Donc, ouais, on a une équipe qui est en force. Les autres scores pour le week-end, Angleterre a mis un stop à les 2 victoires de la suite de Pays de Galles avec un 59-3 quand même. Italie qui a battu Irlande 24-7. Irlande, dans le monde de rugby féminine, je pense qu'ils ont un peu des soucis aussi avec leur coach, si je me trompe pas. En général, comme tu dis, on a Angleterre-France vraiment dans le haute sphère de ce tournoi. Pays de Galles, Italie, on va dire au milieu, et Irlande et l'Écosse le bas de profil. Mais quand même, je pense que le prochain match pour nous, ça va être contre Pays de Galles. Ça devrait être un match assez intense, on va dire, parce qu'on a échappé belle, on va dire, contre l'Italie 22-12. Donc, ça devrait être un bon match le 23 avril à 4h15. Oui, forcément, j'espère que les filles auront de bonnes idées, parce que le 23 avril, il faut que je te l'avoue, Thierry, c'est mon anniversaire. Hey. Les filles, si vous nous écoutez, faites-moi un petit cadeau. Hein, tapez une bonne fois ces Anglaises, là, qu'on n'en parle plus. Non, c'est Pays de Galles, c'est Pays de Galles. Ah merde, c'est le Pays de Galles, là. Oui, donc, allez les filles, faites-moi plaisir, quand même, faites-moi un petit cadeau. Une belle victoire contre les Galloises pour mon anniversaire, et moi, je serais vraiment le plus heureux des hommes. Ce serait vraiment top. Ah, bah c'est super. Bah, happy birthday. In advance, my friend. Happy birthday. Allez, bah peut-être, en fait, c'est les U18, les Bleuettes, on dit ça comme ça, si je prononce bien. Ouais, les Bleuettes, eux, ils ont déjà offert un cadeau. Ils ont fini leur grand slam à eux, les U18, les femmes, avec un grand slam. Oui, et ben ça, tu me l'apprends. Alors, bravo les filles, bravo les U18, et super content de voir que le rugby féminin continue de se développer. Et je pense que, moi, pour le voir en tant qu'éducateur aussi, on voit qu'il y a vraiment plein de filles qui adorent ça, qui s'éclatent avec ça. Et on a qu'une envie, c'est d'en voir de plus en plus, et avec du public dans les stades, et puis des moyens pour qu'elles puissent se préparer et vivre le mieux possible de leur sport et de leur passion. Ouais, et c'est intéressant de voir, par exemple, Pays de Galles, il commence à avoir plus en plus de professionnels aussi. Donc, c'est intéressant pour ce sport-là que ça va grandir. C'est important pour elles. Et je trouve ça chouette. Allez, petit mot pour les U18 hommes aussi. Ils étaient 2e dans leur 6 nations. Derrière qui, à ton avis? Les Irlandais. Oui, exactement. J'avais noté ça, malheureusement. À propos d'Irlandais, d'ailleurs, alors il est plus en U18 maintenant, il était presque encore en U20 cette année, mais il y a un petit jeune qui est annoncé comme le successeur de Johnny Sexton, qui s'appelle Sam Prendergast. Je sais pas comment on traduit ça, si ça veut dire quelque chose. Prendergast, yes. Prendergast, c'est assez homérique, non, comme je sais pas. Ça peut faire nom de quête médiévale un petit peu. Eh ben écoute, il a 20 ans, il est peut-être promis comme le futur grand demi d'ouverture successeur de Johnny Sexton. J'espère le plus tard possible, on va dire, hein, après la Coupe du Monde, si possible. D'accord. Bon, je suis désolé, mon cher Théo, avec tous mes voyages à l'international, j'ai pas pu trop regarder le top 14 en ce moment. Est-ce que tu peux me donner un petit débrief?
Ouais, on a un championnat qui est extrêmement disputé, avec bon tout en bas, on va dire du classement, deux équipes qui semblent condamnées maintenant, qui sont Brive et Perpignan, bon condamnées l'une à descendre et l'autre sans doute à jouer le match de classement contre une équipe de Pro D2. Juste un petit peu au-dessus, on a Pau et Castres qui devraient s'en sortir. Le ventre mou avec Bayonne, Montpellier, Clermont, qui malheureusement ont dit d'ores et déjà adieu à la qualification, quoique Bayonne ait encore des chances numériquement, et même Montpellier, mais ça paraît quand même difficile. Et puis un top 6 avec deux équipes quand même assez fortement détachées que sont Toulouse et La Rochelle. Et en dessous, un Stade Français, Toulon, Lyon, le Racing 92 et Bordeaux-Bègles qui se tiennent en 3 points en fait. Donc ça va être extrêmement serré pour aller chercher les deux dernières places qualificatives 5 et 6. On a un Racing qui a là battu Bordeaux-Bègles en match délocalisé à Lens d'une manière quand même assez chanceuse dans les arrêts de jeu du match alors qu'ils ont été menés tout le match. Mais c'est un succès plutôt mérité, je vais le dire sans être chauvin pour le Racing, parce que c'est une victoire 31-28, mais 4 essais à 1. Et je pense que quand on marque 4 essais et que l'autre n'en marque qu'un, quelle que soit la manière, la victoire me semble quand même plutôt légitime. Hier soir, on a vu Toulouse qui a battu Lyon après avoir été mené 14-0 par une équipe lyonnaise qui était absolument survoltée. Et puis deux cartons jaunes successifs ont un petit peu changé la donne et l'équipe de Toulouse a mis la marche avant avec là encore un Ramos, un Dupont, un Ntamak qui étaient là et qui sont des tauliers. Ils s'affolent pas comme en équipe de France, ils croient en leur force, ils ont des certitudes et ça finit par passer. Donc c'est une équipe qui continue d'impressionner à la première place du classement, dans le même temps où Montpellier, qui est le champion en titre, sera probablement pas qualifié pour les phases finales. On a quand même un bon match la semaine qui vient aussi. Oui, alors la semaine prochaine, il va y avoir le Stade Toulousain qui va venir jouer au Stade Français. Donc c'est premier contre troisième. C'est toujours des matchs quand même assez extraordinaires. Au début des années 2000, les grandes premières du rugby spectacle avec un Stade de France rempli pour un match de championnat, etc. C'était ces affiches. C'est très sympa de voir que le Stade Français est remonté cette année en haut du classement avec un Sékou Makalou qui a fait des étincelles hier à Brive d'ailleurs, enfin ce week-end, et qui aussi sur un match comme ça peut certainement sortir son épingle du jeu. Donc ouais, très belle affiche sous le Stade Français la semaine prochaine. Enfin Stade Français Toulouse plus exactement. Bah, super pour le rugby français. Et le rugby français qui va peut-être devenir, on va dire le top 14, qui va peut-être devenir un peu plus anglo-saxon dans l'avenir, parce que moi j'avais lu que il y a certains joueurs anglais, comme par exemple Marcus Smith et Maro Itoje, qui se posent la question, tiens, est-ce que l'année prochaine, on va jouer en France ? Et bon, comme tu sais, on a un pote de notre pack qui est quand même agent sportif. J'avais fait un petit texte, je dis, ah tiens, est-ce qu'on va avoir beaucoup plus d'anglais dans notre Cup 14 à nous? Et il a dit, oui, en gros, oui, that's for sure for the next few seasons. Donc en fait, peut-être on va avoir des anglais qui vont débarquer chez nous. C'est intéressant et c'est aussi un peu inquiétant. C'est-à-dire que le rugby anglais des clubs en ce moment est quand même en difficulté parce que il y a eu plusieurs faillites assez retentissantes dans des clubs de première division irlandaise. Bon, les grands problèmes des Saracens, mais il y a aussi un club qui a déposé le bilan et qui tout simplement manquait de financement. Donc ça veut dire que le rugby n'est pas encore au niveau de popularité télévisuelle pour générer suffisamment de revenus pour rendre tous les clubs autonomes et indépendants de mécènes. Et à mesure que les talents anglais vont fuir le championnat britannique pour venir dans le championnat français, ça veut dire qu'ils appauvrissent aussi leur championnat et que d'une certaine manière, on peut se demander si c'est pas les prémices de difficultés du top 14 demain, si des difficultés arrivaient dans certains clubs également comparables à celles des Anglais. Donc je suis à la fois content parce qu'on adorerait voir Maro Itoje en top 14, c'est une évidence, et Marcus Smith qui est un joueur particulièrement spectaculaire, j'adorerais aussi, mais ça m'interpelle et je pense que le rugby a besoin d'avoir un rugby de club très puissant
dans plusieurs pays en Europe, et il faudrait pas que ça tourne malheureusement à la fuite vers le top 14 plutôt qu'à l'attrait pour le top 14. C'est intéressant, en fait, ça me donne envie de faire un interview, un de ces quatre, avec quelqu'un qui peut nous parler de ce côté en business, mais business d'un club, en fait, et d'un marché. Et ça peut être super intéressant, je trouve, de comprendre cet aspect que tu me dis, parce que j'avais pas forcément réfléchi à ce côté-là. Ouais, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va nous aider à expliquer tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens avec qui on pourrait avoir des bonnes discussions là-dessus. Aujourd'hui, en France, la plupart des grands clubs repose quand même sur le soutien de mécènes. Le Stade Toulousain est un peu à part parce que il a une très forte assise populaire et il a des entreprises puissantes du bassin toulousain qui est un grand bassin de population aussi, etc. Donc je pense qu'il est relativement autonome et en perdant un soutien, il ne perdrait pas son financeur. On peut pas tout à fait en dire autant de La Rochelle, du Stade Français, de Toulon, de Lyon, du Racing, de Bordeaux-Bègles, qui sont tous des clubs qui sont assis sur l'investissement personnel très fort, y compris financier sur sa cassette personnelle, même si tous, ils veulent pérenniser leur œuvre qu'est le club qu'ils ont construit. Donc ils essayent de construire pour ce club un écosystème d'entreprises qui les soutiennent. Mais qu'en serait-il du Racing si Jackie Lorenzetti disait je ne suis plus là? C'est une vraie question. Le travail qu'il a fait avec ce club est fantastique. Maintenant, il a une image en lui-même. C'est un club qui a 140 ans d'histoire. Ça intéressera forcément des gens. Mais le risque, c'est que ce soit l'éternelle quête d'un mécène. Et ça pose des questions et ça met ces clubs en grande fragilité. Bon, mon cher Théo, je pense que j'ai compris, mais un mécène, est-ce que c'est un nouveau mot pour mon dictionnaire personnel? Alors, c'est pas la MSN, hein, c'est pas le Mbappé. Moi, j'ai compris Microsoft Network ou quelque chose comme ça. Tu vois, donc je suis un peu vieux quand j'ai vu que c'est MSN. Attends, c'est quoi? C'est pas la Messi Suarez Neymar. C'est pas la MSN, c'est un mécène. Du mot mécénat, j'ai parlé un peu vite. Le mécène, c'est le grand seigneur qui finance un artiste ou qui a une danseuse, comme on dit, ou une passion qu'il finance à fond perdu. Voilà. Et on a beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont soumis à ça. On avait le fantasque Mourad Boudjelal, on a eu Max Guazzini à Paris, on a eu bien sûr Jackie Lorenzetti, mais on a aussi Vincent Merlin à La Rochelle. On a les fondateurs de GL Events, la famille Ginon à Lyon. Tout ça, ce sont des entrepreneurs qui font certes du sponsoring, mais aussi du mécénat. D'accord. En fait, ça reprend trop sur une seule personne par rapport au club. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Et s'il s'en va, le truc peut s'écrouler un peu comme un château de cartes, même si souvent ils ont à cœur de faire de ce château de cartes quelque chose de quand même raisonnablement solide. Ouais, intéressant. Ouais, je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un qui va nous aller dans les détails avec nous pour décortiquer tout ça. Décortiquer, hein, joli mot pour un Américain. On va bientôt finir, sauf si toi, tu as d'autres choses à dire par rapport à ce super sport qu'on adore. Non, là, on est juste un peu comme on commence à être un peu en hibernation. Le top 14, c'est super. La Champions Cup, c'est génial. On va se régaler, on va aimer ça. Mais on est quand même obsédé par ce qui va nous arriver à l'automne prochain. Et c'est vrai que comme le disent les Américains ou les Anglais, can't wait. Voilà, on est quand même chaud, bouillant pour cette préparation de Coupe du Monde. Ça va nous occuper tout l'été de savoir si on y arrive. Et puis à partir de la mi-septembre, c'est vrai qu'on va être un peu comme des fous parce que ce qui va se passer sur le territoire français avec cette équipe fantastique et toutes les promesses qu'elle nous a faites, on n'a qu'une envie, c'est de les voir les tenir. Voilà, les tenir et nous on sera là pour les soutenir en tout cas. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, ça va démarrer en août parce que y aura des matchs en août contre l'Écosse, par exemple. Et c'est marrant parce que c'est la même façon qu'on a démarré la dernière fois. C'était quelques matchs contre l'Écosse pour la dernière Coupe du Monde. Donc, ça va être marrant. Ça va être 2 matchs contre l'Écosse et après, 3e match contre Fidji. Un dernier match de préparation contre Australie. Tout ça en août. Donc, dis donc, il faut qu'on prenne des vacances en juillet parce qu'en août, on a du boulot. En août, on va avoir un paquet de boulot, mais c'est le boulot qu'on adore. On aurait dû être journaliste sportif, Thierry, si on avait pu. On se serait bien éclaté. Non, mais franchement, c'est vrai que
voir arriver cette perspective, c'est quelque chose d'extraordinaire. On sent, je trouve, au sein de tous les amoureux du rugby en France, une excitation qui monte pour cet événement. J'espère que ça va être une grande fête. On espère évidemment que les Français seront champions du monde. Et moi, je vois mon fils et ses copains, ils m'en parlent et tout. Ils me disent, on va être tellement chaud, et surtout si jamais ils perdent au premier match éliminatoire, on va être tellement stressé, ça va être insupportable, on va être comme des fous. Ça reste un sport très difficile avec une compétition mondiale très relevée, et le ballon de rugby ne rebondit pas toujours dans le sens qu'on espère. On le sait, donc ça peut tomber aussi du mauvais côté, mais franchement, on l'espère pas. Allez, on va laisser là pour aujourd'hui. On dit bonne chance pour nos femmes qui sont en train de finir ce 6 Nations. On va revenir bientôt avec un autre épisode là-dessus. Et bonne chance pour les équipes en EPCR, donc Toulouse, La Rochelle. Et voilà, donc à très bientôt, mon cher Théo. Ouais, ben écoute, salut. Et puis bien entendu, on a une petite pensée pour notre Charlie qui ce soir travaille, si j'ose dire, travaille pour la France, n'est-ce pas? Et puis pour certainement payer sa retraite et un peu la nôtre, puisqu'il est beaucoup plus jeune que nous, Thierry. Donc c'est vrai. Il ne faut pas oublier ça. C'est le seul, toujours sur le terrain avec des crampons. Allez, à très bientôt, mon cher Théo. Bye bye. Salut, je t'embrasse. Ciao.